Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu. Nous sommes le 28 novembre 2014. Bonjour à tous, bonjour à nos amis acapéciens, bonjour à nos auditeurs de Radio Natif Natal. Donc, commençons avec le commencement. Les États-Unis sont en train de jouer un jeu très dangereux avec la Russie. Monsieur Lyndon LaRouche aux États-Unis a utilisé l'image du jeu qui s'appelle le jeu de Chicken. Pour ceux qui ont vu des films dans les années 60-70, vous savez de quoi je parle. C'était cette espèce de jeu durant lequel deux adolescents ou deux jeunes imbéciles décident de jouer à qui est le plus peureux. Donc chacun prend une voiture, roule vers un précipice ou vers un mur, et c'est celui qui bifurque le premier qui est ce qu'on appelle le chicken, ou euh, le pissou, comme on dirait ici au Québec. Donc, Obama est en train de jouer ce jeu avec la Russie. Et en fait, la dernière action portée par Obama qui démontre cette course vers le conflit militaire avec la Russie, c'est le renvoi d'un de ses conseillers, donc le secrétaire à la défense Chuck Hagel, qui a été tout récemment renvoyé par l'administration Obama. Monsieur Hagel avait fait parvenir à un des conseillers de Barack Obama, Madame Susan Rice, qui est la conseillère au niveau de la sécurité nationale aux États-Unis. Il avait fait parvenir un mémo d'environ 2 pages, très clair, qui démontrait une certaine colère, en fait, de Hagel concernant la politique complètement ratée de l'administration Obama concernant le Proche-Orient et plus particulièrement la Syrie et l'Irak et la bataille, ou en fait la supposée bataille contre le groupe terroriste État islamique. Donc M. Hagel a été renvoyé parce que sa position en fait reflète celle de plusieurs autres militaires américains. Et on parle entre autres du Joint Chief of Staff. Donc en fait le groupe un groupe de généraux le plus important aux États-Unis, le Joint Chief of Staff, qui est présidé par le militaire Martin Dempsey, qui est lui-même en fait été une voix qu'on peut appeler une voix de sanité, donc en fait un porte-parole du gros bon sens aux États-Unis, comme quoi les États-Unis ne peuvent pas se permettre de simplement envahir tout ce qui bouge, en pensant que simplement en bombardant tout ce qui bouge, ou justement en finançant une espèce de un faux combat contre en fait, pas contre, mais pour les changements de régime, comme on l'a vu il y a de ça environ 11 ans en Irak. Et comme on le voit plus récemment, en 2011, avec le renversement de la Libye et l'assassinat du président libyen Kadhafi. Et plus récemment, évidemment, en Syrie, on se rappelle qu'en 2012, les États-Unis voulaient un changement de régime en Syrie, ont financé des entités terroristes, supposément des entités soft, mais tout de même des entités terroristes qui ont combattu le président Bachar el-Assad et les forces nationalistes syriennes. Et maintenant, on se retrouve avec un énorme chaos dans cette région-là avec le groupe État islamique qui en fait est une espèce d'extension de tout le mouvement terroriste, que ce soit les Mujahideen, Al-Qaïda, Al-Jabhat al-Nusra, etc. On a affaire à une espèce de blob terroriste. Donc Chuck Hagel, qui était secrétaire de la Défense, était en fait aussi une voix pour le gros bon sens aux États-Unis et en fait a été mis à la porte par Obama récemment, ce qui démontre en fait vraiment l'état mental de Barack Obama, comme quoi il fonce vers l'avant. C'est une fuite vers l'avant, malgré le fait que au début du mois, alors qu'on a eu
les élections de mi-mandat aux États-Unis, la population américaine a donné un signe très clair qu'elle était en fait, qu'elle voulait en fait changer les politiques d'Obama ou de le changer lui-même en votant en majorité pour le parti républicain. Donc maintenant, le parti républicain contrôle et le Sénat et la Chambre du Congrès. Ce qui veut dire qu'Obama est en fait isolé d'une certaine manière, mais évidemment, le Parti républicain américain est un peu un parti de psychopathes ces temps-ci. Des gens comme John McCain et d'autres qui cherchent le conflit militaire coûte que coûte, non simplement dans le Proche-Orient, mais on parle même aussi en Asie, avec la Corée du Nord, la Chine, etc. Donc en fait, Obama a reçu un appui direct de ce parti républicain. En fait, on cherche aux États-Unis à faire sortir de l'ombre certains dirigeants démocrates pour en fait lancer un message clair que peu importe si Obama est démocrate ou républicain, on s'en fout. Le problème, c'est que les États-Unis foncent directement vers le chaos, donc le chaos militaire. On a encore évidemment beaucoup d'inquiétudes au niveau du Pentagone, par exemple, où les gens s'inquiètent en fait, de la cassure entre la Russie et les États-Unis concernant une politique commune de stabilité dans l'Eurasie. Et c'est en fait une coopération entre les Russes et les Américains est nécessaire pour une stabilité dans cette région-là. Ce qui nécessite entre autres une politique commune d'éradication de la production d'opium en Afghanistan. Il faut le rappeler, la vente de cette drogue représente non seulement le principal moyen de financement du terrorisme en Eurasie, mais c'est aussi l'un des principaux facteurs déstabilisateurs des nations de l'Eurasie, notamment la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan, qui comptent des millions de leurs citoyens ayant développé une dépendance à l'héroïne, qui est la drogue en provenance de la culture de l'opium. Et aussi, il y a une prolifération de cas du virus du VIH, parce qu'évidemment, l'héroïne est une drogue qui se consomme par les seringues, donc c'est à travers ça qu'on peut aussi contracter le virus du VIH. Et pour donner un exemple, en Russie, un pays où on compte 143 millions d'habitants, on parle d'environ 1 million de ces habitants-là qui ont le virus du VIH, donc qui sont positifs au virus du VIH. Ça, c'est selon le rapport de l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui veut dire en fait que la Russie est un des pays qui a le plus haut pourcentage de population infectée par le VIH à l'extérieur des nations en Afrique, des nations de la région subsaharienne. Et la Russie compterait, toujours selon les Nations Unies, 1,8 million de consommateurs de drogue à injection. Évidemment, la drogue, on ne parle pas simplement... en fait, il faut réaliser le fait que c'est cette drogue qui détruit non seulement, en fait, qui détruit l'esprit humain. Donc, si on a une prolifération de drogue dans une région, on affecte vraiment le développement de ces nations-là, qui est à créer, en fait, une espèce de cauchemar social où la drogue prend le dessus. Et vraiment, on a une situation où, en fait, ça ressemble de plus en plus à un film de zombies, où la population, surtout les jeunes qui sont affectés par ça, se retrouvent, en fait, dans une situation où ils détruisent leur avenir, leur potentiel en tant qu'être humain à travers l'utilisation de drogues très très dures, dont l'héroïne. Donc Obama continue cette confrontation avec la Russie. Et évidemment, le point
le point de tension actuel est la situation en Ukraine. C'est cette situation-là qui pourrait, selon toujours M. Larouche, déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ce qui signifierait en bout de ligne un danger de potentielle extinction de l'espèce humaine. Parce que quand on va vers une guerre nucléaire, évidemment, il n'y a pas de sortie. C'est une guerre que personne ne peut gagner. Et on le voit depuis environ 2012 où la situation est que, en fait, des forces, non seulement, non pas vraiment en fait ukrainiennes, mais surtout des forces européennes, américaines et anglaises, donc de la Grande-Bretagne, forcent l'Ukraine à se séparer. On parle évidemment au niveau économique et au niveau économique, financier et autres, se séparer en fait de la Russie afin de joindre le monde des zombies de l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est important de toujours le rappeler. Il faut se rappeler que, je crois que c'est bien en l'an 2012, où l'Ukraine, en fait, le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine de ce moment-là, avec le président Yanukovych, avait pris la décision, en fait, de ne pas se joindre à l'Union européenne et plutôt, en fait, de poursuivre son engagement non seulement avec la Russie, mais avec les autres nations de l'Eurasie, notamment, évidemment, la Chine et l'Inde. Comme on en a parlé très souvent dans notre émission, les nations du BRICS, donc Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et le Brésil sont en train de mener une révolution totale au niveau de l'économie en remettant l'accent sur le développement scientifique, technologique, le développement des infrastructures, le développement du programme spatial, le développement énergétique, en fait des nations qui veulent un avenir. Et le gouvernement ukrainien a bel et bien vu, comme tout le monde devrait le voir, que ceux qui veulent un avenir doivent se joindre aux nations du BRICS, non pas se joindre à une Europe qui est en train en fait de piller sa propre population et de promouvoir, dans un but de garder une instabilité nationale, de promouvoir en fait des mouvements d'extrême droite et des mouvements justement qu'on voit en Ukraine maintenant, qui ont pris une partie du pouvoir et qui vont peut-être faire partie d'un gouvernement de coalition avec d'autres sections ultralibérales de l'Ukraine. Donc on parle par exemple du parti Svoboda ou du parti Pravi Sector en Ukraine, des gens qui qui s'associent directement avec des personnages historiques ukrainiens, notamment Stepan Bandera, qui était un collaborateur nazi durant les années 40 en Ukraine. Donc évidemment, la Russie voit d'un très mauvais œil cette croissance d'extrême droite en Ukraine, mais aussi, en fait, l'Ukraine avait décidé en 2012 de se joindre à une politique de développement, ce qui a fait flipper l'Europe et les États-Unis, qui ont poursuivi leur politique de révolution colorée. Donc, comme dans d'autres nations, en fait, comme en Ukraine déjà en 1994, ou dans d'autres régions, comme la Géorgie par exemple, où on finance, aussi notamment à Hong Kong maintenant en Chine, où on finance un renversement de gouvernement à travers un supposé mouvement démocratique qui veut en fait, non pas le développement d'une nation, mais qui veut se joindre aux politiques en fait d'un système impérial transatlantique. Donc on parle évidemment de Wall Street, quand on parle de la City de Londres en Angleterre, et quand on regarde l'Union européenne, la Banque centrale européenne, on a vraiment affaire à une politique impériale qui est en train de tout piller en Europe et aux États-Unis, et notamment aussi au Canada. Et de l'autre côté, on voit en fait le développement qui se produit dans les nations du BRICS, un développement constant et un développement évidemment à coût de centaines de milliards de dollars. La situation actuelle en Ukraine est que
en fait, la région de l'Est de l'Ukraine, donc la région près de la ville de Donetsk et Luhansk, qui sont des villes, en fait, très importantes en termes de population et en termes aussi de développement économique ukrainien. En fait, cette région-là est maintenant dans des conditions de génocide. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien a décidé de, en fait, d'empêcher les citoyens ukrainiens de cette région-là d'obtenir leur pension. On a bloqué l'accès à l'eau potable, on a bloqué l'accès à l'énergie. On est maintenant dans une situation, parce que ça dure évidemment depuis plusieurs semaines, on voit que même l'argent liquide est de moins en moins disponible dans cette région-là. Donc, il est impossible de retirer de l'argent, par exemple, d'un guichet automatique, qui fait que les gens n'ont pas accès à la base pour se développer. Et même ceux qui, justement, veulent avoir leur pension, doivent en fait s'enregistrer dans des villes avoisinantes. Ce qui demande évidemment beaucoup de temps d'attente, mais ce qui veut aussi dire que beaucoup de personnes âgées qui sont dans l'impossibilité de se déplacer devront oublier leur pension, et ce d'ici à ce que la situation revienne à la normale. Mais malheureusement, elle ne reviendra pas à la normale, à moins que les forces du développement en Ukraine, qui sont toujours présentes, en fait, décident de briser avec la logique européenne. La logique, en fait, de privatisation, de dévaluation de l'argent, etc. Une politique qui a affaibli le gouvernement ukrainien, d'autant plus que dans la région de Donetsk et Luhansk, on parle en fait d'une production très importante. On parle d'environ, en fait, que cette région-là contient 15% de la population ukrainienne et qui représente 16% du PIB de l'Ukraine. Mais, plus important encore, cette région-là représente 25% de la production industrielle et 27% des exportations ukrainiennes. Donc, vous avez un gouvernement ukrainien qui est en train de mener une guerre, parce que supposément cette région-là est appuyée par des forces russes, ce qui est encore à prouver. Donc, mène une guerre contre, en fait, une région qui produit le quart de la production industrielle et représente aussi le quart des exportations du pays. Donc, cette région-là qui produit beaucoup de machines, beaucoup de technologies, et certains d'entre vous pourraient vous demander, est-ce que l'Ukraine n'est pas en train justement de faire des échanges avec l'Europe? Oui, mais l'Europe se contente maintenant d'acheter des ressources naturelles à très bas prix. C'est tout ce qu'ils achètent de l'Ukraine, alors que la Russie était jusqu'à récemment justement un des grands importateurs de technologies ukrainiennes. Donc déjà là, donc c'est une très grave situation pour l'Ukraine. L'Ukraine aussi qui va bientôt manquer de charbon pour l'hiver. Donc la production, pour donner une idée, la production énergétique en Ukraine, on parle de 40% vient du charbon et un autre 40% vient du nucléaire. Et le reste, on parle de gaz, on parle d'hydroélectricité, etc. Donc 40% de l'énergie dépend du charbon, ce qui est énorme. Donc si l'Ukraine n'est pas en position d'acheter ce charbon-là, bien évidemment, on se retrouve dans une situation où la crise va frapper durement l'Ukraine. Et c'est ce qui a amené, en fait, différents spécialistes, en fait, de la situation, en fait, des spécialistes on peut dire des spécialistes militaires, qui eux ont discuté en fait de la nécessité pour l'Ukraine en fait, d'avoir une entente le plus rapidement possible avec la Russie. Donc une entente évidemment pour stabiliser la situation, enrayer le danger de guerre, mais aussi avoir en fait une entente économique pour poursuivre les relations avec la Russie, qui est en fait le partenaire principal de l'Ukraine au niveau économique. Donc encore là, si on pense simplement à ce que l'OTAN essaie de faire dans cette région-là, on voit vraiment qu'il y a une espèce de folie militaire, de folie guerrière chez l'OTAN, et aussi dans le gouvernement ukrainien, évidemment, qui cherche à se joindre à l'OTAN et qui, comme on le disait tantôt, inclut des factions
d'extrême droite qui sont en fait des factions anti-russes et qui veulent sortir de l'Ukraine les gens de nationalité russe ou les gens qui ont un background russe. Donc c'est très, en fait, c'est le fascisme comme on l'a vu dans les années avec Adolf Hitler ou Francisco Franco en Espagne, etc. Donc, de sortir de cette impasse, il faut une entente économique, évidemment une entente de principe, à savoir qu'est-ce qu'on fait là, pour la situation dans les régions de l'Est, comment on s'assure que les gens là-bas vont pouvoir bien vivre, plutôt que d'avoir une situation où en fait la région de l'Ukraine explose et qu'on a une recrudescence des mouvements de type néo-nazi, comme le représente le parti Svoboda et Pravi Sector. Donc ce dont je vous parle, c'est une analyse en fait d'un certain Samuel Sharap qui a écrit dans le 26 novembre dans le magazine Foreign Policy, qui est un magazine en général pro-guerre. Mais M. Sharap explique la nécessité et qu'il n'y a vraiment aucune autre option que en fait, d'amener l'Ukraine dans une entente de principe avec la Russie. Donc, quand on parlait tantôt de chicken, le jeu du chicken, en fait, c'est que vous avez une situation où l'Angleterre et les États-Unis, avec Barack Obama, poussent l'enjeu le plus loin possible. Donc, en fait, l'OTAN, qui est l'outil militaire de ces forces, en fait, de ces forces de l'Empire britannique, personnifié maintenant là, par l'Angleterre et les États-Unis sous le contrôle d'Obama. En fait, c'est cette idée de toujours pousser l'enveloppe le plus loin possible. Parce qu'il faut se rappeler, la Russie, dès 2012, en l'an 2012, les Russes avaient été très clairs sur leur position concernant l'interventionnisme américain et anglais dans la région du Proche-Orient, en Europe et plus récemment en Ukraine. C'est-à-dire que l'interventionnisme américain, anglais, ne date pas de hier. C'est quelque chose qu'on voit en fait surtout depuis de manière très accentuée là, depuis le 11 septembre 2001. Mais en 2012, le gouvernement russe avait justement fait un appel à la télévision nationale russe en disant si vous persistez à intervenir partout, si vous persistez à aussi implanter des systèmes de missiles des systèmes de défense antimissiles partout en Europe, vous ne donnez pas d'autre choix à la Russie que de se préparer à un potentiel conflit entre les États-Unis et la Russie, un conflit évidemment à caractère nucléaire. On peut se rappeler en fait, je crois que c'était le dernier projet était en Espagne, où en fait les États-Unis et l'OTAN font la promotion d'installer des systèmes de missiles qui sont censés protéger les nations où se trouve le système. Cependant, les États-Unis n'ont jamais voulu signer d'accord comme quoi ils s'engageaient à ne pas attaquer la Russie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que la Russie fasse dans une situation pareille? Évidemment, elle doit se protéger, elle doit planifier une protection. Et c'est la même chose en Ukraine, où en Ukraine, on voit en fait une intervention de l'extérieur, une intervention européenne en Ukraine pour créer un sentiment anti-russe et en fait de promouvoir un changement de régime en Ukraine et aussi de provoquer un conflit avec la Russie, que ce soit un conflit à travers les révolutions colorées ou carrément un conflit militaire. Et c'est pour ça que M. Larouche appelle déjà depuis très longtemps, en fait depuis 2009, au renvoi, à la démission, à la destitution plutôt, de Barack Obama. Parce que sans les États-Unis, si on enlève les États-Unis de l'équation militaire, il n'y en aura pas de guerre avec la Russie. C'est aussi simple que ça. Personne en Angleterre ou en Allemagne ou en France ou en Italie, bien que ces pays-là parlent de conflit avec la Russie, ou au Canada évidemment, ce qui est très très clair, mais aucun de ces pays va se lancer dans un conflit avec la Russie sans les États-Unis, évidemment. Ce serait impossible. Donc, on soutire
les États-Unis de cette équation-là, cette équation de pure folie guerrière. Et en fait, on ramène les États-Unis. Et là, il faut vraiment être clair. Oubliez là, toutes les histoires de démocrates versus républicains. Est-ce qu'on remplace Obama par un républicain? Qu'est-ce qu'on fait? Oubliez tout ça. Il faut revenir à une politique de principe. Les principes priment avant les partis. Et ça, c'est la même chose à travers le monde, que ce soit en Haïti, au Canada, peu importe. Si vous défendez un parti coûte que coûte, vous allez faire des erreurs qui peuvent en fait être des erreurs tragiques. Le but de la politique, c'est en fait de défendre les principes universels qu'on retrouve par exemple dans des concepts comme les concepts de vie, liberté et de poursuite du bonheur, dans des principes comme le bien commun ou l'avantage de l'autre. Et maintenant, le problème, si on prend le cas des États-Unis, ou on peut aussi prendre le cas du Canada, mais aux États-Unis, vous avez deux partis dominants qui sont tous les deux un peu fous à leur manière. Les républicains qui sont prêts à détruire l'économie, lancer une guerre, et vous avez les démocrates qui sont en fait des poules mouillées, qui ne veulent pas tenir à Obama, tenir tête à Obama, et, et en fait qui ne proposent absolument rien de concret pour arrêter la crise. Donc évidemment, l'inaction démocrate fait en sorte que la population est excédée par cette nonchalance démocrate. Et les gens ont voté républicain. En fait, c'était le nombre de votes était je pense, un de ses plus hauts niveaux au niveau de l'histoire des États-Unis. Donc très peu de gens ont voté, mais les républicains ont passé. Et là, vous avez un parti en fait qui risque en fait de travailler de manière assez étroite avec Obama, surtout concernant le danger de guerre avec la Russie. Donc, il faut revenir au principe. Et heureusement, bon, évidemment, il y a le travail que M. Larouche fait aux États-Unis depuis très longtemps, en train d'articuler une politique, surtout depuis 2009, depuis la région, la période 2008-2009, où le mouvement Larouche a mis de l'avant une politique de réorganisation bancaire appelée Glass-Steagall, qui est en fait le retour d'une ancienne politique économique de principe, donc qui avait été aussi adoptée par la France, le Canada et d'autres nations comme l'Allemagne aussi. Une politique qui visait, à l'époque de Franklin Roosevelt, donc du président Roosevelt dans les années début des années 30 jusqu'en 1945, une politique où en fait on force les institutions bancaires à faire l'une des deux choses, c'est-à-dire soit de se concentrer sur l'aspect commercial des banques, donc les comptes personnels, les investissements dans les infrastructures des différentes communautés, les investissements sociaux, etc. Et de l'autre côté, les banques d'investissement, en fait les banques qui aujourd'hui sont en train carrément de s'effondrer sous le poids des produits spéculatifs toxiques que ces banques-là ont engrangés. Et donc de forcer ces banques-là, en fait, à ne jamais toucher à l'économie réelle. Si vous voulez faire de la spéculation, vous le faites avec votre argent, mais ne touchez pas aux pans importants de l'économie réelle, c'est-à-dire les comptes, évidemment, les actifs de la population, les hypothèques, les infrastructures, etc. Évidemment aussi les fameux fonds de pension, qui est un gros sujet là, maintenant au Canada, où plusieurs villes tentent de non pas de privatiser, mais de réduire les pensions des travailleurs dans le but là, de sauver un peu d'argent. Donc, heureusement, on a des démocrates qui, avec M. Larouche, travaillent pour le Glass-Steagall et des gens qui ont récemment finalement décidé de critiquer Barack Obama. Et je pense que la première et la plus importante est la sénatrice Elizabeth Warren, qui, elle, en fait, a critiqué récemment le rôle d'Obama dans la poursuite ou dans la continuation de la détérioration économique aux États-Unis.
et demande elle-même sa propre proposition au Sénat visant le retour de la loi Glass-Steagall. Et Mme Warren a aussi été la première là, à rejeter la nomination de Antonio Weiss, qui est qui était proposé là, pour secrétaire au Trésor de l'administration Obama. Et en fait, Antonio Weiss qui vient du consortium politique de la famille Lazare. Donc, si on veut parler de destruction nationale, de destruction économique, la famille Lazare est assez bonne là-dedans. Et évidemment, de mettre ce type-là au secrétaire au Trésor, c'est de la folie furieuse, en fait une trahison américaine. Donc, Mme Warren attaque ce choix-là. Mais Obama est assez fou ces temps-ci. A fait beaucoup d'actions unitaires, donc a agi de manière unitaire sans l'apport du Congrès pour beaucoup de choses au niveau militaire, au niveau économique. Mais la nomination d'Antonio Weiss démontre en fait la direction de l'administration Obama vers un plus grand pillage de l'économie physique. Vous avez aussi eu l'ancien secrétaire au travail de Bill Clinton, un dénommé Robert Reich, qui lui a aussi commenté la défaite des démocrates comme étant une défaite de Barack Obama en particulier, et a proposé évidemment plusieurs solutions économiques, sociales, mais aussi dans tout ça, il a proposé le retour de la loi Glass-Steagall comme étant la première étape dans la réorganisation économique américaine, pour vraiment lancer un message clair que les dettes accumulées par les banques, les produits toxiques accumulés par les banques, n'est pas le problème du gouvernement. Le rôle du gouvernement est de protéger la population, non pas en finançant des banques, mais en fait en finançant le développement physique de l'économie. Et il faut le rappeler aussi, les États-Unis, contrairement à ce qui se dit un peu partout, n'est pas dans une reprise économique. Souvent, on entend toujours parler des statistiques un peu frauduleuses dans les médias, notamment l'espèce de croissance du PIB quasi inexistante. Aux États-Unis, on fait beaucoup ce jeu. En fait, on le fait aussi au Canada, notamment, où on tente de prouver que l'économie va mieux en jouant avec les statistiques. Et une des statistiques qu'on entend le plus souvent, c'est justement, en fait, quand les instances financières font des prévisions et quand, en fait, leurs prévisions s'avèrent à la baisse par rapport à la réalité. Donc, on va vous dire, par exemple, que le PIB américain a augmenté de 0,3% et que c'est une très très bonne nouvelle parce que on prévoyait simplement une augmentation de 0,1% du PIB. Alors là, vous avez les économistes qui se gargarisent en disant que tout va bien, le chemin de la reprise est maintenant. Mais on oublie de vous dire que ce 0,3% de croissement du PIB est peut-être plutôt dû à en fait l'argent de la drogue qui est maintenant blanchi dans les grandes banques américaines. Mais aussi, on oublie de vous dire qu'en Chine, ben, on parle de PIB, d'accroissement du PIB à chaque année d'environ 10%. Donc, si vous voulez parler d'une bonne direction, attendez au moins que le PIB monte de 5 à 6-7% avant de vous flatter dans le sens du poil quand le PIB augmente de 0,2% comparativement à vos prévisions, ce qui est un peu ridicule. Et ça vaut la peine aussi de noter que, en fait, les deux faits, je pense, assez importants. Maintenant, vous avez un Américain sur 5 qui a besoin, pour survivre, de coupons alimentaires fournis par le gouvernement, les fameux food stamps. Donc, on parle ça de une personne sur 5, en fait, un foyer sur 5. Depuis l'an 2000, en fait, en l'an 2000, on avait en moyenne 7,3 millions de foyers sur 106 millions de foyers qui recevaient des coupons alimentaires. Aujourd'hui, en 2014, c'est 22,7 millions. Donc, une augmentation en fait du triple, une augmentation de 300%
du nombre de gens qui ont besoin de ces coupons alimentaires pour survivre. Il y a beaucoup de statistiques comme ça sur lesquelles on pourrait élaborer, mais je l'ai donné celle-là parce que il faut que les gens réalisent que on ne mesure pas l'accroissement économique simplement en termes financiers ou en termes de mesure des actifs bancaires, etc. Il faut regarder en fait les conditions de vie de la population. Aussi, on pourrait regarder par exemple, comparativement toujours aux nations du BRICS, que le pourcentage d'investissement dans la recherche et le développement aux États-Unis est à son plus bas depuis 1956. Alors que dans les nations du BRICS, on parle déjà d'aller sur la planète Mars, de développer la fusion nucléaire. Donc on est en avance de 2 ou 3 générations comparativement à ce qui se passe dans la zone transatlantique, plus particulièrement aux États-Unis. Mais si on regarde par exemple en Europe, et on regarde la Grèce dont on parle en fait depuis au moins 2012, qui est vraiment dans une situation horrible au niveau économique. Récemment, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation internationale du travail a produit un rapport qui était évidemment très critique des politiques qui ont été forcées sur le gouvernement grec par la Commission européenne, la Banque centrale, l'Union européenne et aussi le Fonds monétaire international. Donc on parle en fait que 70% des 1,3 million de chômeurs en Grèce est en fait un chômeur depuis plus d'1 an et que la pauvreté a monté en fait à partir de 20% en 2008 et maintenant représente 44% de cette population-là en 2013. Donc, la situation grecque est en fait un modèle pour ce qui est en train graduellement de se produire dans les autres nations, que ce soit l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne ou la France. On a vraiment une destruction de l'économie physique en Grèce. Hier, donc le 27 novembre, on avait une grande manifestation en Grèce par les travailleurs du gouvernement et par en fait plusieurs associations de syndicats. Et il faut garder en tête aussi qu'il n'est pas rare de voir le salaire de ces travailleurs du gouvernement d'être coupé par plus de 30% durant les dernières années, sans oublier les coupures dans les pensions de ces mêmes travailleurs. Donc, il faut agir vite. Les nations du BRICS, heureusement, continuent leur mobilisation. On avait le premier ministre indien Modi qui est allé au 18e sommet de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale, donc le SAARC. Donc un sommet qui avait lieu à Katmandou, au Népal, il y a de ça 2 jours, donc le 26 novembre, durant lequel le premier ministre a appelé à créer justement un système financier pour financer les infrastructures dans les régions et aussi développer en fait des laboratoires pour s'occuper d'un problème assez grandissant là-bas dans la région du Népal, c'est-à-dire les cas de tuberculose et les cas aussi de gens qui sont séropositifs au virus du VIH. On a aussi eu l'Indonésie qui s'est ajoutée au nombre de nations membres de la nouvelle AIIB, donc la Banque d'investissement dans les infrastructures en Asie, une institution qui représente 100 milliards de dollars en investissement potentiel. Et peut-être pour terminer, je pense qu'il y a un autre problème qu'il faut garder en tête, comme on le disait au début, et qui donne aussi une idée de la direction de la Russie vis-à-vis des nations transatlantiques. C'est évidemment le problème de la drogue, surtout produite en Afghanistan. Si on regarde depuis 2001 qui était l'année de l'intervention américaine et anglaise et canadienne aussi en Afghanistan, depuis 2001, donc en l'espace de 13 ans, la production de drogue en Afghanistan a monté de plus de 4000%. Donc en fait, c'est 40 fois plus. Il y a 40 fois plus de production de drogue en Afghanistan qu'il y en avait en 2001.
et supposément les forces alliées étaient présentes pour aider l'Afghanistan au développement, mais rien n'a été fait. Contrairement à la politique justement américaine et anglaise, les Russes, eux, ont déjà des projets pour l'industrialisation de l'Afghanistan. Des projets qui sont là depuis très longtemps afin d'éradiquer la production d'opium, commencer à produire en fait des céréales, développer aussi des infrastructures, le développement minier dans la région, qui permettrait vraiment de combattre en fait le terrorisme quand on y pense. Parce que c'est cette drogue qui finance le terrorisme, mais en même temps, quand on parlait tantôt de la question des principes, c'est-à-dire que la paix dans le monde ne peut être atteinte sans le développement économique. Parce que sinon, on ne donne aucune alternative à une population dans la pauvreté qui, malheureusement, est souvent dominée par un sentiment de colère qui, malheureusement, se traduit souvent par le recrutement de jeunes personnes dans des cellules terroristes à cause de quoi? Ben à cause que, justement, il n'y a pas d'alternative. Si les gens veulent survivre ou les gens pensent commettre une bonne action en joignant ces groupes qui sont supposément anti-États-Unis et tout ça. En fait, alors que c'est le contraire, c'est carrément maintenant des marionnettes de la déstabilisation militaire dans le Proche-Orient et dans l'Eurasie en général. Donc il faut cet aspect de développement économique. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le développement économique? Quand on parle de développement énergétique, quand on parle de chemin de fer à haute vitesse, quand on parle de développement scientifique, de guérir certaines maladies, de développer des vaccins, par exemple, contre le virus de l'Ebola, tout ça sont sont causés par le développement de la créativité humaine à l'échelle internationale. Que ce soit dans les pays africains ou les pays nord-américains, peu importe la différence culturelle, il y a un principe universel humain qui est cette créativité humaine-là. Et c'est ça qu'il faut stimuler pour en fait résoudre le problème. Et c'est ça que les nations du BRICS sont en train de stimuler à travers le financement de grands projets d'infrastructure, avec le développement de la politique spatiale, la recherche du développement de la fusion nucléaire, qui va vraiment demander un effort titanesque à l'échelle internationale. Avec ça, on a une chance d'avoir un avenir, plutôt que d'avoir une population ignorante, sous l'effet de la drogue et sous l'effet justement d'un pessimisme qu'on voit dans la zone transatlantique où les gens en fait ne croient pas, surtout les jeunes ne croient pas qu'on ait un avenir possible. Et c'est vraiment cette logique qu'il faut détruire maintenant. Détruire ce pessimisme. Avec les nations du BRICS, on a une chance. Et avec justement l'affection de Larouche aux États-Unis, là on a une chance de faire bouger les choses et faire sûr que Obama et sa bande de républicains assoiffés de sang quittent l'image politique américaine, quittent la scène politique américaine et laissent place aux patriotes qui, eux, se préoccupent des principes et les principes, en fait, de la Constitution américaine qui inclut justement ces principes universels de vie, liberté et de poursuite du bonheur. Donc, je voulais vous laisser là-dessus. On se reparle bientôt. Restez à l'écoute de notre émission sur Radio Natif Natal et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Puis, direct de ce parti républicain. En fait, on cherche aux États-Unis à faire sortir de l'ombre certains dirigeants démocrates pour en fait lancer un message clair que peu importe si Obama est démocrate ou républicain, on s'en fout. Le problème, c'est que les États-Unis foncent directement vers le chaos, donc le chaos militaire. On a encore évidemment beaucoup d'inquiétudes au niveau du Pentagone, par exemple, où les gens s'inquiètent de la cassure entre la Russie et les États-Unis concernant une politique commune de stabilité dans l'Eurasie.
Et c'est en fait une coopération entre les Russes et les Américains est nécessaire pour une stabilité dans cette région-là. Ce qui nécessite entre autres une politique commune d'éradication de la production d'opium en Afghanistan. Il faut le rappeler, la vente de cette drogue représente non seulement le principal moyen de financement du terrorisme en Eurasie, mais c'est aussi l'un des principaux facteurs déstabilisateurs des nations de l'Eurasie, notamment la Russie. Militaire avec la Russie, c'est le renvoi d'un de ses conseillers, donc le secrétaire à la défense Chuck Hagel, qui a été tout récemment renvoyé par l'administration Obama. Monsieur Hagel avait fait parvenir à un des conseillers de Barack Obama, Mme Susan Rice, qui est la conseillère au niveau de la sécurité nationale aux États-Unis. Il avait fait parvenir un mémo d'environ 2 pages, très clair, qui démontrait une certaine colère, en fait, de Hagel concernant la politique complètement ratée de l'administration Obama concernant le Proche-Orient et plus particulièrement la Syrie et l'Irak et la bataille, ou en fait la supposée bataille contre le groupe terroriste État islamique. Donc M. Hagel a été renvoyé parce que sa position en fait reflète celle de plusieurs autres militaires américains. Et on parle entre autres du Joint Chief of Staff. Donc en fait le groupe un groupe de généraux le plus important aux États-Unis, le Joint Chief of Staff, qui est présidé par le militaire Martin Dempsey, qui est lui-même en fait été une voix qu'on peut appeler une voix de sanité, donc en fait un porte-parole du gros bon sens aux États-Unis, comme quoi les États-Unis ne peuvent pas se permettre de simplement envahir tout ce qui bouge, en pensant que simplement en bombardant tout ce qui bouge, ou justement en finançant une espèce de un faux combat contre en fait, pas contre, mais pour les changements de régime, comme on l'a vu il y a de ça environ 11 ans en Irak. Et comme on le voit plus récemment, en 2011, avec le renversement de la Libye et l'assassinat du président libyen Kadhafi. Et plus récemment, évidemment, en Syrie, on se rappelle qu'en 2012, les États-Unis voulaient un changement de régime en Syrie, ont financé des entités terroristes, supposément des entités soft, mais tout de même des entités terroristes qui ont combattu le président Bachar el-Assad et les forces nationalistes syriennes. Et maintenant, on se retrouve avec un énorme chaos dans cette région-là avec le groupe État islamique qui en fait est une espèce d'extension de tout le mouvement terroriste, que ce soit les Moudjahidines, Al-Qaïda, Al-Jabhat al-Nusra, etc. On a affaire à une espèce de blob terroriste. Donc Chuck Hagel, qui était secrétaire de la Défense, était en fait aussi une voix pour le gros bon sens aux États-Unis et en fait a été mise à la porte par Obama récemment, ce qui démontre en fait vraiment l'état mental de Barack Obama, comme quoi il fonce vers l'avant. C'est une fuite vers l'avant, malgré le fait que au début du mois, alors qu'on a eu les élections de mi-mandat aux États-Unis, la population américaine a donné un signe très clair qu'elle était en fait qu'elle voulait en fait changer les politiques d'Obama ou de le changer lui-même en votant en majorité pour le parti républicain. Donc maintenant le parti républicain contrôle et le Sénat et la Chambre du Congrès. Ce qui veut dire qu'Obama est en fait isolé d'une certaine manière, mais évidemment le Parti républicain américain est un peu un parti de psychopathes ces temps-ci. Des gens comme John McCain et d'autres qui cherchent le conflit militaire coûte que coûte, non simplement dans le Proche-Orient, mais on parle même aussi en Asie avec la Corée du Nord, la Chine
etc. Donc, en fait, Obama a reçu un... Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu. Nous sommes le 28 novembre 2014. Bonjour à tous, bonjour à nos amis acapéciens, bonjour à nos auditeurs de Radio Natif Natal. Donc, commençons avec le commencement. Les États-Unis sont en train de jouer un jeu très dangereux avec la Russie. Monsieur Lyndon LaRouche aux États-Unis a utilisé l'image du jeu qui s'appelle le jeu de Chicken. Pour ceux qui ont vu des films dans les années 60-70, vous savez de quoi je parle. C'était cette espèce de jeu durant lequel deux adolescents ou deux jeunes imbéciles décident de jouer à qui est le plus peureux. Donc chacun prend une voiture, roule vers un précipice ou vers un mur, et c'est celui qui bifurque le premier qui est ce qu'on appelle le chicken ou le pissou, comme on dirait ici au Québec. Donc Obama est en train de jouer ce jeu avec la Russie. Et en fait, la dernière action portée par Obama qui démontre cette course vers le conflit